Bonjour, je m'appelle André Ricard. Gens d'inspirante mobilité, les acteurs du moulin à parole se tournent cette fois vers l'avenir. Ils invitent à la parole ceux qui voudront nourrir l'effort de penser ce nous, traditionnel indécis face à son avenir. Ils appellent à secouer la torpeur citoyenne et à donner l'impulsion à une nouvelle étape de maturité démocratique. Ils sollicitent la vision de ceux qui, dans le creux actuel, perçoivent la vague qui se reforme et qui, de nouveau, comme à chaque génération depuis la conquête, se soulève et s'apprête à recouvrir l'espace mental laissé à découvert par le retrait de la vague précédente. Une attente, en effet, qui demande d'être habitée. Un élan qui cherche sa nouvelle définition, un bond décisif que nous sommes nombreux à voir se dessiner. Je vis pourtant dans l'anxiété latente, convaincu qu'on ne peut sans grand risque la prolonger. Ce qui s'observe ici rappelle l'extinction des communautés francophones nées du Québec et de l'Acadie en Nouvelle-Angleterre. Pourvues des institutions servant à assurer leur permanence, elles ont d'elles-mêmes, à la fin, réclamé que l'enseignement dans la langue de la majorité remplace celui qui nourrissait leur particularité. Cela s'appelle le pragmatisme. L'homogénéisation rend tout plus fonctionnel. Mais la commodité était-elle la vraie raison? Pas que je crois. Nous avons été à même d'observer ailleurs comment progresse le recouvrement par la culture majoritaire des îlots francophones. Le moment arrive où le sentiment de perdre le sens de la réalité fait que le passage à la culture qui a prise sur le monde, d'abord inconscient, devient désiré, voulu. Il est manifeste que ce sentiment nous habite. L'attraction, si elle est sensible de par le monde, comment ne s'exercerait-elle pas à même le continent où elle prévaut presque exclusivement? Ce continent où nous avons bâti une société qui résiste à l'indifférenciation, entre autres parce qu'elle conçoit diversement les rapports humains, parce qu'elle lit autrement le réel, décrypté à l'aide d'une autre langue, d'une autre expérience du temps, d'un autre cheminement vers la maturité. Cette frontière, appelons-la spirituelle, est la seule qui nous sépare de l'ensemble du continent, où la dominance culturelle états-unienne englobe évidemment le Canada, continuité géographique, où la dominance culturelle dont le peuplement, la langue, la mentalité, tous les marqueurs identitaires, sauf les lois, sont les mêmes. Nous appartenons aussi au continent et au long des siècles avons contribué à lui définir son visage, de l'avoir sillonné dans l'amitié des premiers habitants, d'y avoir implanté des bourgs, des villages, des postes, de l'Arctique au Mississippi, nous a aussi inscrits dans cette géographie semée de toponymes français. Notre façon d'appartenir au continent n'est pas moins ancrée que celle de nos voisins du Sud. Nous partageons d'ailleurs avec eux, implantés sur ce sol à la même époque que nous, de multiples traits communs. La culture matérielle qu'ils ont modélisée au XXe siècle est largement devenue la nôtre. Notre appartenance, cependant, qui s'est construite hors de l'appropriation brutale des ressources et sans menée génocidaire, recherchant depuis les débuts la mixité de sang, prétend garder un autre sens de ce qui est humain. Elle accueille encore, en cet âge de fer, l'idée civilisatrice de l'attribution au pouvoir électif d'un devoir d'assistance envers tous les citoyens. La conscience que nous avons de notre domaine identitaire oscille cependant. Nous avons pu en avoir une perception négative, comme cela ne manque pas d'arriver aux peuples dépossédés d'eux-mêmes. Mais elle est parfois saisie de son propre génie, comme dans les années 1830, irriguée par la sève démocrate et patriote,
années au cours desquelles les naufragés de la conquête, prenant conscience de leur nombre dans la portion du territoire qui leur est laissée, conçoivent la nécessité d'institutions délibérantes responsables devant le peuple, une impulsion libératrice qui a requis l'intelligence innovante et la résolution des prédécesseurs, et pour l'actualisation de laquelle plusieurs ont voulu donner leur vie. Retomber dans la survivance, la moiteur coloniale, il nous a fallu un siècle pour voir à nouveau s'éveiller la clairvoyance et l'audace nécessaires à la réappropriation de notre devenir et susciter l'affirmation « Maître chez nous », moteur de la poussée irréversible vers l'émancipation, virtuellement atteinte en 1995. Notre conscience de nous-mêmes dans ces moments-là est constructive. Elle peut dialoguer sans complexe avec celle des voisins, avec le monde. Nous vivons présentement dans la repentance d'avoir bravé le sort, d'avoir défié l'ordre établi. Les mouvements d'affirmation contrariés sont cause de régression. L'amertume de ce qui est compris comme un échec oxyde jusqu'à l'estime que nous nous portons. Nous voudrions reproduire sur nos traits, dans nos façons, l'assurance triomphaliste de ceux qui ont dompté notre soubresaut, de ceux qui appartiennent à l'œcuménisme anglo-saxon auquel le sort nous a liés. Bientôt, nous retombons dans la passivité, démonstration faite par les tribunaux que plus rien de ce qui concerne nos visées existentielles, au fond, ne relève de nous. L'inquiétude généralisée quant au recul du français trouvera écho du côté de l'autorité autoproclamée dans l'ingénieuse invention de l'école passerelle, laquelle froisse avec arrogance une loi capitale de notre provincial système de gouvernement et donne la mesure de la sûreté railleuse du maître. Une provocation qui nous a trouvés bien raplatis. Telle est notre humeur pour l'instant. La fatigue culturelle nous accable. On se croit reporter 50 ans en arrière à lire dans les journaux l'adjuration insistante de faire nos achats en français. Jusqu'où mène de ne pas s'appartenir. Chez nous, l'autorité subalterne, l'exécutante de l'indirect rule, reçoit les consignes et les met en œuvre avec zèle. Cette conformité aux attentes du maître a pu donner les fantasmagories du 400e anniversaire de Québec. De ce non-événement, détourné à la source par le bon plaisir de qui dispose du trésor public, on a voulu faire un acte de refondation. Plutôt que d'allumer la mémoire et de la faire vibrer dans le présent, la ville aurait eu mieux à faire de se redécouvrir, non plus en capitale nationale et berceau de la francité d'Amérique, mais en Las Vegas des neiges. Je parle depuis l'épicentre de la fatigue culturelle, depuis l'effigie même de l'enlisement, depuis Québec, la ville écran, la capitale de l'oubli, la ville qui a vidé de tout contenu l'événement de grande portée potentiellement du rappel de sa fondation. L'assentiment enthousiaste qu'a obtenu cette célébration à vide, la vocation de ville-écran qui se confirme depuis, ont même réussi à sceller son unité. Divisée depuis les origines en ville haute et en ville basse, désormais réconciliée avec elle-même et avec sa banlieue grâce aux fusions, Québec n'en a plus que pour le divertissement de masse dont elle reçoit l'écuménique projection. Du Crushed Ice à Madonna, nous sommes tout entiers à la fête. Nous appartenons politiquement aux importateurs des mostes de la culture pop. Contre le désespoir absolument, je m'inquiète de la durabilité et de l'extension de ce que j'espère encore n'être qu'une anesthésie pour traitement d'un mal dont on se relèvera. D'avoir refusé de nous responsabiliser nous a laissés sur la touche, en marge de l'histoire, en spectateurs, en badauds, infantilisés.
Les cartes mêmes de l'économie dont nous faisons la mesure de toutes choses se brassent à l'avantage d'autres que nous et laissent tarir les sources d'emploi sans nous émouvoir. Le passe-temps nous distrait de la misère de n'être que spectateurs. Le divertissement nous est nécessaire et demande périodiquement de descendre dans la rue pour l'exiger. Je parle de Québec. Depuis Québec, la capitale post-coloniale, l'espace de civilité où j'ai grandi, méconnaissable dans le râle tapageur et suffisant qui prétend parler en son nom, qui parvient à ordonner la mobilisation en faveur d'un individualisme sauvage, malfaisant. La belle épivardée que j'habite, manipulable, manipulatrice, accessible à toute dérive, est absente, béate, au devenir de ses enfants. Dans une capitale délivrée du souci de se penser autrement qu'en plateforme du loisir industrialisé, nous voilà pareillement dépris de l'ambition de participer à l'effort de nous réaliser comme groupe, projet obsolète au jugement des internationalistes que nous sommes. Car nous campons ailleurs, fièrement, non pas dans le souci universel de l'environnement, de la misère endémique dans le monde, de l'enfance indigente chez nous, mais ailleurs, au revers justement de ces préoccupations, ailleurs, dans le confort et l'indifférence, dans la gloire sportive et la lumière des variétés. Bien sûr, pour savoir se faire entendre et intimider, l'individualisme d'attaque à l'expression massifiée, tonitruante, ne parvient cependant ni à cacher ses propres contradictions, ni à étouffer de son battage la voix d'une autre expérience. Cette voix, plus discrètement présente dans l'espace public, montre en cours d'élection d'inattendus déplacements. Et les sondages d'opinion ne vont pas non plus sans mettre au jour des positions en conflit avec les mots d'ordre issus du credo mercenaire. D'où reconnaître encore une fois que la raison des choix, plus souvent affective, échappe tant à la logique argumentative qu'au simplisme.